Avant que nous ne faisions la synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui, je me tourne vers vous, messieurs, donc Stéphane Michel et Édouard Sauvage. Aujourd'hui, le fait que l'énergie gaz ne soit pas connue de troisième année Polytechnique ou Estaca, ça pose quand même question, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça interpelle quant à l'attractivité de la filière. Alors, je ne sais pas quel est le premier de vous deux qui veut... Bonjour à tous. Alors, la première réponse, c'est le gaz est un hydrocarbure, hein, on ne veut pas se mentir. Et quand on le brûle, ça fait du CO2, quoi. Voilà. Donc, je crois me souvenir de quelques cours de chimie qui ont dû être dispensés. Ça reste une réalité. Ensuite, la deuxième remarque, c'est que le 21e siècle va être celui où on doit résoudre le double défi de plus d'énergie et moins d'émissions. Et pour ce faire, l'énergie doit se réinventer, ses acteurs doivent se réinventer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé de nom, qu'on a changé de logo et qu'on essaye de se réinventer. Et ça va passer par des énergies nouvelles. Donc, que quelque part, les jeunes soient plus attirés par ces énergies nouvelles au départ, je dirais, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a besoin de plus de renouvelables, on a besoin de plus d'éolien, on a besoin de mains d'hydrogène, et c'est eux qui le feront. Donc, je m'en réjouis. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que Rome ne s'est pas fait en un jour, qu'en 2050, il restera des hydrocarbures, qu'il faudra bien les produire, que nos métiers, celui du gaz, a un avenir parce qu'on considère que ça reste la moins mauvaise des énergies fossiles et que si on veut répondre à ce double défi, le reste du monde en aura besoin. Parce que l'Europe, c'est important, mais le vrai sujet qu'on a, il se passe en Chine, en Inde aujourd'hui. Et je pense que les étudiants chinois et les étudiants indiens n'ont pas forcément aujourd'hui complètement la même perception et que donc c'est important aussi de le prendre en compte et de les écouter. Donc je me réjouis que ces étudiants ils soient attirés par ces nouvelles énergies et puis je leur dis de venir chez nous parce que comme ça ils pourront en faire. Puis ils pourront aussi côtoyer des gens un peu plus vieux qui font du gaz et comprendre que c'est en faisant les deux qu'on arrivera à résoudre ce défi du changement climatique. Oui, puis je rebondirais quand même pour rappeler qu'effectivement, quand on produit du biométhane, et ça, c'est cette permanente confusion renouvelable, décarbonée, et finalement cette complexité à intégrer l'ensemble du cycle de vie. Donc on connaît, les débats sont connus des experts, pas encore assez du grand public. Oui, le biométhane, c'est du CO2 qui a été capté dans l'atmosphère depuis moins d'un an, donc on est bien dans du renouvelable et dans un cycle qui n'augmente pas la concentration de CO2 dans l'atmosphère, à l'inverse d'une énergie fossile qu'on va chercher sous terre, que ce soit du charbon, du gaz naturel ou du pétrole, où effectivement on augmente la concentration de CO2. Le deuxième débat qu'on connaît bien, et ça c'est permanent, c'est quand on voit des gens dire l'électricité, quand je la consomme, je ne vois pas mon CO2. Oui, enfin, s'il est en amont dans des centrales à charbon, si j'utilise un véhicule électrique qui est fabriqué en Chine, encore pire, si j'utilise un véhicule électrique en Chine, fabriqué en Chine, le bilan carbone est bien pire que du pétrole. Et donc c'est là où il faut toujours être très attentif sur ne pas se limiter à la vision de qu'est-ce qui se passe au moment où je consomme l'énergie, mais bien l'intégrer dans la totalité du cycle de vie. Et là, c'est des calculs compliqués. C'est vrai que l'IFP-EN, puisqu'ils ont rajouté énergie nouvelle, là, derrière pétrole, ce qui était indispensable, quand on leur a demandé d'analyser le bilan cycle de vie du véhicule électrique ou d'un véhicule GNV au biométhane, leur conclusion, c'était en bilan global cycle de vie, le véhicule au bio-GNV est meilleur en bilan carbone qu'un véhicule électrique, même en France, où globalement, ils faisaient l'hypothèse que la recharge électrique serait, avec de l'électricité, largement décarbonée. Isoel, nucléaire et décarboné et par renouvelable. Donc cette ambivalence renouvelable et décarbonée est permanente, c'est une confusion permanente et c'est vrai que ce sera important que les jeunes ingénieurs essayent de mettre de la rationalité dans ce débat qui malheureusement le plus souvent en manque énormément. Et puis dernier point, j'espère que les ingénieurs agronomes entendent un peu plus parler du biométhane. Parce qu'effectivement, c'est une industrie qui est partie, comme on l'a vu ce matin, de l'agriculture, plus que de l'énergie. Alors avant qu'on passe encore en vue donc les grands thèmes qu'on a évoqués durant toute cette journée, que je vous questionne dessus, si vous me permettez d'être un petit peu poil à gratter, j'ai entendu tout à l'heure le mot nucléaire, effectivement, dont on entend parler manifestement dans les cursus de formation versus le gaz. Est-ce que ça veut dire que le gaz a raté une marche, on va dire, en matière d'attractivité par rapport au fait que
ils n'ont pas su, les acteurs que vous représentez n'ont pas su se montrer assez technologiques versus le nucléaire où, malgré le fait, entre nous, soit dit que ce soit une grosse machine à vapeur, c'est brillant parce qu'on a l'impression que c'est bourré de techno. Alors sur ce point, pour être dans une entreprise qui est exploitant nucléaire, je peux vous dire que la difficulté à recruter des ingénieurs dans le nucléaire est énorme, avec les mêmes approches, de dire ah oui, mais est-ce que c'est vraiment une industrie pour l'avenir? Est-ce que c'est une industrie dans laquelle j'ai envie de m'engager, etc. Donc je pense pas qu'il y a à rougir, je pense qu'il y a une difficulté de fond, effectivement, d'une vision un peu délicate, de dire l'énergie est plein d'enjeux, mais comment le rendre attractif et objectivement, pour moi, même dans les énergies renouvelables, on a du mal à recruter les gens de talent parce que les enjeux sont énormes, les challenges sont énormes, et il faut effectivement être très puissant là-dessus. Maintenant, pour l'anecdote, Stéphane le sait bien, la génération de mes parents, quand elle est sortie d'école, certains sont rentrés dans l'industrie pétrolière, on leur disait mais t'es fou, il n'y a que seulement 15 ans de réserve de pétrole, tu devrais choisir notre secteur. Donc là aussi, je serais très prudent sur les certitudes qu'on peut avoir à 25 ans sur quels sont les secteurs les plus d'avenir. J'ai un excellent camarade de promotion qui était parti dans les télécoms, qui s'est retrouvé dans une filière des télécoms qui a purement et simplement disparu et qui a eu à 40 ans énormément de difficultés à se reconvertir professionnellement, alors qu'il était convaincu, sorti d'école, qu'il était dans le secteur dans lequel il n'aurait aucun souci professionnel. Donc il faut être toujours très modeste lorsqu'il s'agit de prévoir l'avenir. Par contre, être certain que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'énergie est un enjeu essentiel et qu'il y en aura besoin. Stéphane Michel, juste pour conclure cette question de formation, vous diriez effectivement à ces jeunes que le gaz, c'est une filière d'avenir? Oui, c'est une filière d'avenir. On n'a pas de problème, nous, en l'occurrence, de recrutement sur le sujet. Et c'est des challenges magnifiques. Je veux dire, quand on va construire des usines GNL au milieu du désert ou dans des contrées lointaines, on fait face à des défis technologiques, logistiques majeurs qui sont des défis extrêmement attirants pour les ingénieurs qui se passionnent pour ça. Donc, mais encore une fois, moi là-dessus, on n'oppose pas, je veux dire, les gens chez nous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fusionné dans une entité qui s'appelle OneTech, tous nos ingénieurs. Dans une carrière chez Total Energy, des gens feront du gaz, de l'éolien, du solaire et du pétrole. Et ils le feront dans différentes géographies. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de la frugalité, de l'aspect industrialisation du solaire, comme il y a beaucoup à apprendre de la gestion des grands projets du pétrole dans ces projets solaires. Donc je crois beaucoup à l'hybridation pour le coup des expériences. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est noté pour donc ces aspects formation, attractivité. Comme je vous l'indiquais, je vous propose qu'on revienne sur les principaux points, même si aucun, évidemment, n'est à mettre de côté. Tous les points qu'on a évoqués aujourd'hui. On a bien évidemment évoqué la flambée des coûts. On a entendu beaucoup parler aujourd'hui. Je vais vous demander vos avis éclairés, notamment, commençons par vous, Stéphane Michel. Est-ce qu'à votre avis, la situation peut revenir rapidement à la normale ? Et si oui, à quelles conditions? Non, mais je pense que vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui. D'abord, ce que vient de dire Édouard, c'est quoi la normale? Les marchés de commodités sont des marchés volatiles. Voilà. Ça, je peux vous dire que ça va le rester. Et on en est. Moi, j'ai rejoint Total il y a à peu près 15 ans maintenant. Je compte pas le nombre de cycles qu'on ait fait dans le pétrole et dans le gaz. Donc l'année dernière, on était au fond du trou, c'était catastrophique, etc. Aujourd'hui, ça a remonté. Ce qui est sûr, c'est que cette volatilité va continuer à exister parce qu'elle est propre au marché de commodités. Alors maintenant, si on zoome et qu'on regarde à plus court terme, je suis sûr que vous êtes revenu sur les raisons pour lesquelles on a cette augmentation des prix. Alors, du gaz, de l'électricité, de toutes les matières premières, parce que je veux dire, c'est pas propre au secteur énergétique. Le monde, après avoir connu une forte décroissance, connaît une forte croissance que toutes les chaînes logistiques ont du mal à gérer. Donc ça va, voilà. Bon, puis vous avez dû parler des différentes situations
en Chine d'une part, l'approvisionnement russe d'autre part. Alors, il y a deux remarques là-dessus. Moi, ce qui me frappe, c'est que si on regarde la Chine en 2020 a consommé plus de GNL qu'en 2019. Alors on pourrait se dire c'est parce que sa production baisse ou non, sa production était absolument pareille. Les imports par pipe étaient pareils. Ils ont consommé plus de GNL parce que la demande a fortement augmenté avec le Covid par rapport à 2019. Et si je compare la première partie de l'année 2021 par rapport à 2019, on est à plus 35%. Et ça, moi, on ne peut pas m'enlever de l'idée que c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que entre le choix entre le charbon et le gaz, la Chine est en train, petit à petit, de bouger. Alors ça a un effet évidemment sur le monde qui est que quand la Chine bouge, ça se remarque et que donc la forte croissance de la demande a tendu le marché avec les conséquences qu'on connaît. Voilà. Bon, maintenant il est probable que cette situation demeure quelque peu, puisqu'on ne voit pas de nouvelles productions de gaz arriver très rapidement, à part le démarrage de Nord Stream 2. Donc il va falloir gérer cette situation et je pense que le gouvernement a raison de prendre des mesures pour essayer d'en atténuer les conséquences sur les consommateurs, puisqu'il a commencé à faire avec l'augmentation du chèque énergie. Voilà. Après, ma dernière remarque, c'est qu'on est tous, on regarde tous les écrans et le prix spot. Il faut aussi rappeler qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et notamment les grands consommateurs, qui ont des politiques de hedging pour les Français, qui font que tout ceci est également lissé. Et puis qu'il y a beaucoup de gens qui achètent aussi du gaz sur des contrats à long terme, et que donc cette augmentation des prix qui est réelle et qui aura un impact, est aussi atténuée pour un certain nombre d'acteurs du marché. Édouard Sauvage, est-ce qu'à votre avis, la flambée des coûts actuels est une raison est-ce qu'elle pourrait avoir raison de la transition énergétique? Est-ce qu'on pourrait dire, bon, maintenant la fête est finie, retour au basique, il nous faut une énergie la moins chère possible? Ouais, je pense que ce qu'on constate dans les débats, c'est quand même un peu l'inverse. Ça a d'ailleurs été dit toute la journée, pour des raisons évidentes. Qu'est-ce qu'on met dans la transition énergétique? Sobriété énergétique. Plus les prix de l'énergie sont élevés, plus évidemment les gens sont incités à faire de la sobriété énergétique et expliquent que la sobriété énergétique, c'est la bonne solution. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que tout le monde a dit il faut annoncer un prix carbone qui va en augmentant. C'est bien pour inciter les consommateurs à améliorer leur efficacité énergétique. On l'a vu, en tout cas, le PIB augmente avec une efficacité énergétique. On l'a encore vu dans une des conférences cet après-midi. Donc ce premier élément essentiel sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, de dire la transition énergétique doit aller avec de la sobriété énergétique, il est là. Après, les deuxièmes éléments qui sont plus compliqués, et moi je m'en réjouis, c'est vrai qu'on a eu le sentiment ces derniers temps, je sais que l'AFG a beaucoup protesté sur le côté ne donnez pas que l'obsession du carbone, la transition énergétique, il faut s'assurer de la sécurité d'approvisionnement, il faut s'assurer du côté abordable. Là, il y a effectivement un réveil brutal de dire oui, il faut trouver le moyen le plus intelligent pour le faire en intégrant la sécurité d'approvisionnement et l'abordable. Alors après, la réaction, on l'a vu ce matin avec Jean-François Delettre, c'est de dire bah oui, mais la bonne nouvelle, c'est que pendant longtemps, on nous a dit biométhane, on ne peut pas en faire plus. La ministre a rappelé que c'était un engagement sans précédent en faveur du biométhane pour des volumes. C'est sûr que si le prix du gaz naturel devient au même niveau que le prix de production de biométhane, ça change beaucoup de choses dans l'équation sur une énergie qui était par ailleurs déjà très soutenue politiquement, on le sait bien, par énormément de politiques. Le président de la Creux qui ont toujours dit il faut intégrer toutes les externalités positives du biométhane. Je me rappelle du président Carinco nous expliquant au prix du gaz à 20 €, c'est positif de faire du biométhane si on intègre toutes les externalités positives. C'est sûr qu'à un prix du gaz à 40 ou à 80 €, le jugement est encore plus vrai, surtout avec une tonne de CO2 qui est à 65 €. Donc globalement, je pense que les événements du moment, pour moi, ça doit amener effectivement à s'interroger sur comment rendre cette transition abordable et acceptable pour tous. Le débat était là, tout le monde avait conscience de dire oui, il faudra faire quelque chose pour les précaires, notamment suite au mouvement des Gilets jaunes. La vérité est encore plus là. En même temps, on voit bien que la vision que pouvaient avoir les gaziers de dire si on trouvera des solutions pour avoir du méthane décarboné à des prix acceptables pour la collectivité,
On voit bien que si on ne fait rien, de toute façon, c'est ces prix-là qui vont arriver. Donc, autant le faire de manière décarbonée avec de la production locale. Donc, je pense que tout ça va plutôt dans le bon sens. La difficulté, ça a été dit par plusieurs intervenants, c'est les à-coups. Alors oui, on sait bien que le marché de commodités est volatile, ça je rejoins complètement Stéphane. À l'inverse, on voit bien que des systèmes de contrats long terme, d'incitation long terme, peuvent donner une certaine stabilité dans un mix énergétique global. Donc j'aurais tendance à dire, essayons de combiner tout ça et effectivement d'avoir la solution. Didier le rappelait, où il y a une vision 2050, mais à l'instant T, on essaye de prendre les décisions les plus économiques, les moins coûteuses, les plus pertinentes. Et puis le deuxième point par rapport à ça, ne perdons pas de vue que notamment ce pari du biométhane, on est en train de le réussir. Enfin, je regardais encore certains éléments récemment. Il faut avoir en tête que en gros, sur les 10 dernières années, la hausse de production du solaire en France, c'est en moyenne 1 TWh par an. Alors même qu'on nous explique que cette filière est en très forte croissance, et d'ailleurs Engie a pris toute sa part, puisqu'on est leader en France dans ce domaine. Le biométhane, ça y est, 2019-2020, on était à plus d'1 TWh. On va être à beaucoup plus d'1 TWh sur 2020-2021. La cible pour moi, c'est l'éolien. Alors l'éolien, c'est à peu près plus 3 TWh par an. Là aussi, sur 10 ans. Alors, il y a des à-coups, puisqu'évidemment, le photovoltaïque et l'éolien, d'une année sur l'autre. On a vu que cette année, c'est pas une très très bonne année pour l'éolien. On l'a vu au Royaume-Uni, on le revoit en ce moment pas mal en Europe. Mais la cible de 3 TWh par an, elle est plus qu'atteignable quand on voit les projets qui sont là. Donc, la réalité d'aujourd'hui, c'est que dans les années qui viennent, le biométhane devrait être l'énergie renouvelable qui pourra avoir la plus forte croissance en France par rapport à l'éolien ou au photovoltaïque. C'est évidemment ça que, je pense, toute la famille gazière, avec le nouveau président de l'AFG, va essayer de porter dans les débats sur la prochaine PPE, c'est dire ça doit être l'énergie renouvelable en plus forte croissance parce qu'elle en a le potentiel. Là où les autres en ont le potentiel technologique, mais on sait bien qu'il y a tout ce problème d'acceptabilité et je crois que la ministre a eu raison de nous rappeler, on en est tous convaincus, l'acceptabilité sera un élément clé du développement des renouvelables et du développement du biométhane et d'autres manières d'avoir du gaz renouvelable demain. Alors à un moment, les gaziers avaient proposé un scénario 100% gaz vert à l'horizon 2050, si mes souvenirs sont exacts. J'hésite entre 2050 et 2030, vous pourrez peut-être me corriger. Est-ce qu'avec les coûts, j'ai un moment d'hésitation, est-ce que les coûts actuels de l'énergie permettent de remettre au goût du jour ce scénario? Est-ce qu'il redevient crédible? Parce qu'à l'époque, il avait été plutôt mal reçu, on va dire, en disant c'est très très ambitieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il redevient crédible? Sachant que par ailleurs, Stéphane Michel nous a dit qu'effectivement, il ne fallait pas s'attendre à un retour à la normale, toute relative soit-elle, à court terme. De toute façon, il y a une ambition politique qui est de dire on va être 100% décarboné. Donc ça veut dire que le gaz, il doit être 100% gaz vert. Après, la question, c'est quels sont les volumes. Et je crois que quand on additionne le potentiel de biométhane par méthanisation, de projets de pyro, de gazéification hydrothermale, ou évidemment tout ce qui est hydrogène par du power to gas ou d'autres solutions, on voit bien qu'il y a la place pour des volumes très significatifs de gaz renouvelable en France et ailleurs dans le monde. Là aussi, ne perdons pas de vue qu'il faut avoir cette vision française, il faut avoir nos ambitions françaises, mais les grands enjeux, ils sont sur l'ensemble des continents, avec des endroits où il y a évidemment de la possibilité de développer des énergies renouvelables sous toutes ces formes, de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on peut avoir en France, compte tenu de particularités, de climat, de relief, d'ensoleillement, etc. Alors effectivement, les enjeux se situent aussi sur les très grandes distances. Vous vouliez réagir, Stéphane Michel? Oui, non, mais une remarque, on veut effectivement être net zéro. Après, c'est net zéro. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a effectivement toute sa place pour le biométhane. Et aux côtés d'Engie, d'ailleurs, Total Energy est rentré dans ce marché en début d'année et il y a pas mal de projets. Ensuite, on est convaincu qu'il restera du gaz, ce qui pose la question des projets de capture de CO2 et de stockage, avec un vrai potentiel, notamment en mer du Nord sur le sujet. On a des projets en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Et donc je pense que c'est une des parties importantes. Et puis pour la partie qui restera, entre guillemets, la plus difficile à décarboner,
la compensation et le développement de ce qu'on appelle les natural based solutions est également quelque chose pour moi à tout à fait prendre en compte. Alors sur un autre aspect, on a vu récemment, donc début 2021, des décisions en matière de justice climatique, notamment aux Pays-Bas, des prises de parole également de grands fonds d'investissement type BlackRock. Est-ce qu'on doit s'attendre, du coup, vu ces décisions, ces prises de position, à une réduction des investissements, voire un désaveu des politiques pour les grandes infrastructures gazières? Je pense notamment à LNG2, Stéphane Michel. Ouais, c'est pas à moi de répondre, il faut leur poser la question en fait. Alors je vais vous demander votre avis en tout cas sur la question. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Non mais après, d'abord, on a passé une résolution en Assemblée générale sur le climat et sur notre politique climat et la manière de prendre le sujet du changement climatique dans notre stratégie qui a été largement approuvée par l'ensemble de nos actionnaires. Et donc, je veux dire, de ce côté-là, on n'a pas d'inquiétude. Bon, donc après, comme je dis, c'est à eux qu'il faut leur poser la question, mais la question est intéressante parce que j'y vois une forme de contradiction quand même. Vous avez passé la journée à se poser la question de le gaz est trop cher, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Et puis là, on est en train de se dire, ah oui, il ne faudrait plus le financer, quoi. Pas une manière de le rendre moins cher. C'est aussi pour ça que je vous pose la question. Donc je veux dire, puis alors il y a une deuxième contradiction pour moi, c'est que quelque part, on a la conviction que le gaz fait partie des énergies de la transition parce que la question, elle se pose encore une fois en Chine, en Inde, dans tous ces pays qui ont besoin d'énergie, qui de toute façon vont développer de la production, et notamment électrique, et qu'elles ont le choix entre le charbon et le gaz. Il nous paraît indispensable qu'elles choisissent plutôt le gaz que le charbon. Et je veux dire, pour être concret, nous, on a très implanté en Inde et on voit bien le débat. C'est pas le gaz versus les renouvelables, parce que de toute façon, les renouvelables, on va les faire. Et c'est en train de se passer. La question, c'est qu'une fois que vous avez fait le renouvelable, vous avez quand même besoin de moyens de production pilotables. Et qu'à cet égard, le gaz est, de notre point de vue, l'énergie la plus efficace pour gérer l'intermittence. Et donc la question, elle est là. Alors après, on peut dire, bon ben voilà, en arrêtant de financer les projets de gaz, vous allez faciliter le fait que ces pays le choisissent, alors que ce n'est pas forcément au départ le choix le plus économique pour eux. Donc là également, moi j'y vois une forme d'incompréhension. Puis alors, bon, pour venir sur le sujet de la décision de la justice aux Pays-Bas. C'était d'ailleurs une discussion qu'on avait avec un de nos principaux actionnaires de Total. Il dit, mais n'arrêtez pas de faire des hydrocarbures, parce que si vous arrêtez, d'autres les feront à votre place. Je veux dire, l'idée que parce qu'on va réduire l'offre aujourd'hui, la demande cesse d'exister, est quelque chose de très étrange. Les gens ont besoin d'énergie, donc de toute façon, ils vont la consommer. Et donc la question c'est, est-ce que vous préférez que ce soit des gens responsables qui font passer des résolutions climatiques à leur Assemblée générale, qui se mettent dans une trajectoire de changement et de transformation, qui passent de Total à Total Énergie, qui essayent de réaliser cette transition, ou est-ce que vous préférez que on arrête les fossiles, on va faire autre chose, et puis on le laisse faire à des acteurs moins regardants? Moi, j'y vois une troisième forme de contradiction. Voilà. Bon, mais comme c'est pas à moi d'y répondre, je poserai la question. Édouard Sauvage, peut-être un commentaire sur ces aspects de justice climatique et effectivement d'investissement dans les grandes infrastructures? Non, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Stéphane par rapport à l'aspect... tout ça doit s'inscrire dans quelque chose qui puisse faire sens, même si on sait bien que tout est compliqué, qu'évidemment, quand on essaye de réfléchir à 2050, et je suis convaincu qu'il y aura des tas d'innovations qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors, tout ne pourra pas être déployé aussi rapidement, mais il y en aura. D'ailleurs, l'AIE, dans ses perspectives, dit bien qu'une partie du gap sera atteint par des innovations nouvelles, etc. Mais c'est vrai que le débat en ce moment me fait rappeler la dernière période où il y avait des fortes tensions sur le gaz. La dernière crise un peu significative, c'était en 2009, où effectivement,
Commission européenne était repartie sur une directive sécurité d'approvisionnement et avait fait le tour. D'ailleurs, Didier rappelait qu'à l'époque, on avait envisagé un consortium pour du gaz caspien qui n'a pas abouti parce que la direction de la concurrence a dit non, moi, hors de question que je donne un waiver de pratique de consortium à des entreprises privées. Donc, on est toujours plein dans ces contradictions. Mais tous les pays producteurs de l'époque répondaient « Moi, je n'ai pas de problème pour vous garantir la sécurité de l'approvisionnement si vous me garantissez la sécurité de la demande. » Or, passez votre temps au niveau européen à dire « On va tuer le gaz, il n'y aura plus de gaz, il y aura etc. » Pourquoi voudriez-vous qu'on investisse ? Alors, ils le font quand même en faisant le pari que finalement le marché sera peut-être supérieur à ce qui est annoncé. Mais c'est là où il faut une cohérence dans une politique énergétique. Et je rejoins Stéphane, dire hop, on va supprimer l'offre et ça va bien se passer. Non, ça ne va pas bien se passer. Ça veut dire qu'il y aura soit du rationnement. En Chine, je comprends qu'ils sont obligés de faire des délestages massifs, de fermer des usines. Oui, si à un moment l'offre est en dessous de la demande, c'est un vrai problème politique. Alors, il se règle soit par le prix, ce que beaucoup vont considérer comme injuste socialement, soit par effectivement du délestage. Bon, il faut quand même rappeler qu'en Europe, heureusement, le président Caraco l'a plusieurs reprises souligné en disant, pour l'instant, sécurité d'approvisionnement électrique, on a des très beaux taux de performance. Est-ce qu'on est vraiment prêt à dire « Ah non, parce qu'on veut du renouvelable et qu'on ne veut pas de backup gaz, il faudra s'habituer à ce que régulièrement on coupe le courant, que les gens soient délestés. » Enfin, on a entendu lors de la dernière alerte avant l'hiver, c'était une ministre dire « Ah oui, non mais rassurez-vous, ça sera bien organisé, ça sera des stages, ça ne sera pas un blackout. » Certes, enfin, je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, ils se sont habitués à se dire « Non, l'électricité, elle est là tout le temps, sauf tempête ou catastrophe ou panne réseau. » Et dans ce cas-là, on répare le plus rapidement possible. Et nos collègues d'Enedis font un bon travail, y compris d'ailleurs pour amener des groupes électrogènes qui fonctionnaient au fuel. Ils commencent à développer des systèmes de support avec des batteries pour essayer de les décarboner. Donc oui, je ne pense pas du tout que l'Europe soit prête à se dire il n'y a pas de problème, on va passer à 10, 20 heures de coupure d'électricité par année. Donc pour faire ça, il faut avoir une politique cohérente et se dire oui, on ne pourra pas se passer d'énergie aussi rapidement que ça, parce qu'on le sait bien, la rénovation énergétique prend du temps et voilà, maintenant on entend, et je rejoins complètement M. Martin des entreprises disant nous ne pensons pas que socialement un schéma de décroissance soit vraiment souhaité par la majorité de la population. Merci à vous deux donc pour ces éléments de réponse s'agissant de justice climatique et d'investissement ad hoc. Dernière question pour vous, Stéphane Michel, puisque Catherine MacGregor disait tout à l'heure, en parlant de l'hydrogène, quand on le regarde, on a des petites étoiles dans les yeux parce que manifestement, c'est le futur. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, quelle est la stratégie hydrogène chez Total Energy, sachant, je ne vous pose pas la question, Édouard, on en a effectivement entendu parler déjà chez Engie. Par la bouche de Catherine MacGregor, justement. Alors, enfin, oui, c'est une énergie intéressante et qui fera partie du bouquet énergétique d'avenir. Maintenant, elle doit trouver sa place. Alors, on est dans une situation, nous, un peu particulière parce que on produit des renouvelables et puis on est consommateur d'hydrogène dans nos raffineries. Et puis on a, avec Engie d'ailleurs, et avec Air Liquide, plusieurs projets d'investissement dans des électrolyseurs pour faire de l'hydrogène vert. Donc on est dans toute la chaîne qu'on essaye de construire, à la fois comme acheteur et comme vendeur. Alors c'est bien, parce que ça fait des débats intéressants en interne entre ceux qui disent oui mais moi je ne sais pas le faire à moins de temps et les autres qui disent oui mais moi je ne sais pas l'acheter à plus de temps. Donc il faut les mettre d'accord. C'est clair que pour faire ça il va falloir des soutiens publics importants. Alors ils sont là, il va falloir qu'on les matérialise et puis il va falloir voir comment tout ceci va se développer. Donc ça, je dirais, c'est le premier axe. Déjà, c'est s'occuper de notre propre production. De la même manière que toute notre consommation d'électricité aujourd'hui est en train de devenir verte à partir de notre propre production de solaire et d'éolien à la fois en Europe et aux États-Unis, on a l'intention d'aller dans la même voie sur l'hydrogène.
Après, le sujet, c'est que si on veut être at scale et qu'on veut l'avoir sur la mobilité, on veut en avoir sur toutes les industries, etc., va se poser la question de la production massive d'hydrogène. Où la faire, comment la faire entre le bleu, le vert. Est-ce qu'il faut aller la faire en Russie, au Qatar, là où il y a du gaz pas cher et où on peut stocker du CO2? Parce que les quantités, je rappelle, hein, c'est 1 million de tonnes d'hydrogène, ce qui est pas tellement finalement. C'est quand même 10 millions de tonnes de CO2. Donc, si vous voulez faire ça, vous en mettez 2 millions de tonnes pour commencer à avoir quelque chose de significatif sur 50 ans. Paraît de stocker 100 millions de tonnes de CO2. Donc, ça va très vite, quoi. 1 milliard de tonnes de CO2, donc ça va très vite. Donc, il faut trouver les endroits pour le faire. Mais donc, ça se travaille. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est la production massive à partir de renouvelables, que ce soit en Australie, que ce soit au Chili, que ce soit au Maroc. Bon, donc, il y a un certain nombre de compagnies dont Engie fait partie, dont on fait partie, qui est en train d'ores et déjà de réfléchir à ce que pourrait être une économie de production massive de l'hydrogène. Après, comme je l'ai dit, il va falloir que les coûts fonctionnent, quoi. Édouard Sauvage, effectivement, Stéphane Michel disait il va falloir des soutiens publics importants. Le plan hydrogène, 7 milliards d'euros sur la table, c'est bien dimensionné. Enfin, c'est pas tellement le soutien public pour moi qui est important, et je voudrais vraiment revenir là-dessus. Je crois que ça avait été parfaitement vu, la grande avancée de la COP21 à Paris, et la COP26 arrive. C'était justement le fait qu'on sortait d'un discours interétatique avec des entreprises qui se mobilisaient au-delà d'ONG. Pour moi, l'hydrogène va se développer parce qu'il y aura une conviction des entreprises, et on voit beaucoup d'entreprises s'en emparer. Donc, il y a besoin d'un amorçage par des pouvoirs publics. Pour moi, le plus important, c'est d'abord la volonté des entreprises de s'engager là-dedans et leur conviction que ça n'a pas de sens de faire de l'hydrogène comme on le continue à le faire historiquement. Et il faut bien effectivement passer sur de l'hydrogène réellement décarboné. Donc oui, ces soutiens sont nécessaires. Je ne suis pas du tout dans le débat de savoir si c'est 7 milliards ou 10 milliards. Je crois que l'essentiel, c'est effectivement de voir des acteurs se mobiliser et essayer de le faire de manière très coopérative. Donc c'est vrai que nous, on a ce partenariat avec Total Energy, on en a avec d'autres acteurs. Je pense qu'il y a vraiment toute une profession qui doit essayer de s'organiser parce que les étudiants nous l'ont rappelé. Enfin, il y a une attente très forte et je pense que l'essentiel pour les acteurs de l'énergie, c'est vraiment de garder cette conviction qu'absolument tout sera nécessaire pour atteindre cette ambition de net zéro carbone. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Je vous propose qu'on les applaudisse. Et comme nous arrivons au temps qui était imparti... Oui. Je ne quitterai pas l'estrade quand même sans remercier évidemment... Alors je ne vais pas vous demander de quitter l'estrade, rassurez-vous, oui, je vais même vous demander de rester. Oui, mais je ne voudrais pas m'exprimer après le président de l'AFG qui va conclure. Et donc je garde le micro pour remercier évidemment toute l'équipe de l'AFG qui a organisé ce congrès. C'était un grand plaisir de vous retrouver. Et puis surtout évidemment pour remercier son président pour sa mobilisation pendant 4 ans. Dans un contexte particulier. Alors, comme on disait, il n'y a pas de normalité dans l'énergie. Chaque période avait ses enjeux, ses challenges. Mais je voudrais vraiment remercier Patrick pour son enthousiasme, sa mobilisation, son énergie qu'il a fait partager à toute la famille gazière pendant ces 4 ans. Et on peut applaudir Patrick Corbin.